Je m'appelle Hélène Marleau. J'ai 68 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été enseignante. Pas le genre d'enseignante qui fait les gros titres, juste celle, discrète, qui restait après les cours pour aider un enfant en difficulté avec la lecture ou qui achetait des crayons de couleur avec son propre salaire lorsque les budgets étaient réduits. J'ai épousé Gauthier, un homme qui croyait au travail constant et au rire lent. Ensemble, nous avons élevé un fils, Daniel. Gauthier est décédé il y a 10 ans, et depuis, je vis seule dans la maison que nous avons construite. La maison remplie de sa voix, de ses outils, de ses roses près du porche d'entrée. Cette maison était mon ancre. Mais les ancres rouillent quand les tempêtes durent trop longtemps. J'étais allée à l'hôpital pour une opération de la hanche. Les médecins m'avaient dit que ce serait une intervention de routine. Ce ne fut pas le cas. Complications, fièvre et le long silence des murs stériles ont prolongé mon séjour à 21 jours. 21 jours passés, allongés dans un lit étroit, à regarder la lumière ramper sur les plafonds blancs, croyant que je rentrerais bientôt chez moi, dans cette maison où l'écriture de Gauthier marquait encore les étagères du garage. Je comptais les jours comme des grains de chapelet. Quand le taxi m'a finalement déposée, je me tenais là, ma canne dans une main, ma petite valise dans l'autre. L'air sentait les roses de fin d'été. Mes roses, celles que j'avais plantées il y a 20 ans. Je m'attendais à ce que leur floraison m'accueille comme un membre de la famille. Au lieu de cela, mon fils se tenait à la porte avec un visage que je pouvais à peine reconnaître. Daniel ne m'a pas prise dans ses bras. Il n'a même pas pris le sac de ma main. Sa voix était plate, répétait une phrase qu'il avait attendu de prononcer. Il m'a regardé dans les yeux et a dit « Elle n'est plus à toi. Ne reviens pas. » Derrière lui, Claire, sa femme, s'appuyait contre le chambranle de la porte. Autour de son cou pendait le pendentif de perles que Gauthier m'avait offert pour notre 30e anniversaire. Elle le touchait nonchalamment, comme s'il avait toujours été à elle. Et plus loin à l'intérieur, sur mes fauteuils, étaient assis les parents de Claire, Evelyne et Richard, sirotant du thé dans ma porcelaine, comme si mon absence les avait invités à emménager. La scène était si surréaliste que j'ai cru un instant que je rêvais encore sous anesthésie. J'ai murmuré « Daniel, qu'est-ce que tu racontes ?» Sa mâchoire s'est crispée. « Tu as signé les papiers avant l'opération. La procuration. Nous avons décidé que c'était pour le mieux. La maison est à leur nom maintenant. Tu devras se rester ailleurs. » J'ai senti le couloir basculer sous mes pieds. Ma canne s'est enfoncée plus profondément dans le sol du porche. Le garçon qui pleurait autrefois parce qu'un voisin l'avait accusé d'avoir volé des cartes de baseball. Il était venu en courant vers moi, en larmes, jurant qu'il ne prendrait jamais ce qui n'était pas à lui, me disait maintenant que ma propre maison était perdue. La mère de Claire a souri, ses lèvres minces. Nous avons déjà emballé certaines de tes affaires. Elles seront livrées où que tu choisisses de rester. Par la porte ouverte, je pouvais voir des cartons empilés dans le garage. Ma vie réduite à du carton. Mes souvenirs scellés par du ruban adhésif. J'ai voulu crier, exiger, leur rappeler les nuits où je travaillais tard à corriger des copies, les repas que je préparais, les chèques d'hypothèque que Gauthier et moi écrivions jusqu'à ce que nos mains nous fassent mal. Mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose de plus froid, de plus tranchant, de plus stable est monté en moi à la place. J'ai croisé le regard de Daniel. Il a détourné les yeux le premier. « Profitez-en », ai-je dit. Ma voix était calme, presque douce. Puis j'ai tourné les talons, ma canne tapotant,
ma valise roulant. J'ai descendu les marches du porche, les laissant tous en silence. Le taxi était parti. J'ai continué à marcher jusqu'au coin de la rue, chaque pas arrachant quelque chose de lourd de ma poitrine. Je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, dans la petite chambre d'hôtel où je me suis enregistrée, j'ai fixé le vieux carnet en cuir de Gauthier, la seule chose que j'avais emportée avec moi. Son écriture à l'intérieur murmurait « Si la vie te coince un jour, souviens-toi que tu as toujours su lire les chiffres. » Une semaine plus tard, la maison qui m'avait été volée ne leur semblerait plus si sûre. Une semaine plus tard, cette simple phrase « Profitez-en » deviendrait le début de leur panique. C'est le silence dont je me souviens en premier. Les hôpitaux ne sont jamais vraiment silencieux. Pas avec les machines qui bipent, les chariots qui roulent et les pas lointains qui résonnent dans les couloirs stériles. Pourtant, quand j'étais allongée dans ce lit après mon opération de la hanche, le silence me semblait plus lourd que les murs eux-mêmes. Il s'insinuait en moi, creux et froid, comme si le monde extérieur à ma chambre avait oublié mon existence. Le chirurgien avait affirmé que l'intervention s'était déroulée sans accroc. Mais ensuite sont venues la fièvre, la complication, la douleur lancinante qui m'a maintenue enchaînée pendant des jours. 21 jours qui s'étiraient comme un lent goutte à goutte de temps. Mon corps luttait, mais mon esprit luttait contre toute autre chose. La solitude. J'essayais de me distraire avec les carreaux blancs au-dessus de ma tête. Ils ressemblaient à des pages vierges, trop propres, trop vides. Chaque nuit, j'écoutais le gémissement du climatiseur et je me disais que je tiendrais jusqu'au lendemain matin. Je me raccrochais à mon souffle, au battement de mon propre cœur, les comptant comme des prières. Mais le silence de ma famille était plus tranchant que les points de suture sur ma hanche. Pas une seule fois le téléphone n'a sonné avec la voix de mon fils. Pas une seule fois je ne l'ai entendu demander « Maman, comment tu tiens le coup ?» Ils savaient que j'étais là. Ils le savaient tous. Pourtant, ma chambre restait silencieuse, à l'exception des infirmières yeux fatigués qui entraient et sortaient, comme des ombres, portant des plateaux et vérifiant les moniteurs, mais ne s'attardant jamais. À côté de moi, sur la petite table roulante, se trouvait le carnet en cuir de Gauthier. Il l'avait emporté partout, même quand il tombait en morceaux au niveau de la reliure. Sa couverture était douce après des années passées entre ses mains. Quand il est mort, je n'ai pas pu supporter de m'en séparer. C'était comme le perdre une seconde fois. Alors, je l'ai apporté avec moi à l'hôpital, pensant que cela pourrait me réconforter. Parfois, je traçais du doigt les plis du cuir. Parfois, je l'ouvrais pour voir son écriture. Carrée, droite, stable. Gauthier avait toujours été stable. Il me disait souvent « Hélène, c'est toi qui maintiens tout droit, qui nous garde tous alignés. Ne l'oublie pas. » Dans cette chambre, ces paroles résonnaient comme un ordre que je ne pouvais plus exécuter. La famille était brisée, tordue dans des directions que je ne reconnaissais pas. Mon fils était absent, distant, trop occupé ou trop indifférent. Peut-être les deux. Mon rôle de celle qui maintenait tout aligné s'était dissous dans cet air stérile. Je ne pouvais rien aligner depuis ce lit. Je ne pouvais même pas m'aligner moi-même. J'ai essayé d'écrire dans le carnet de Gauthier, mais le stylo tremblait dans ma main. Mes mots étaient courts, inégaux, s'interrompant parfois en milieu de phrase. Que pouvais-je écrire? Que la femme qui préparait autrefois des dîners de Noël pour 30 personnes avait maintenant du mal à atteindre un verre d'eau? Que la mère qui veillait des nuits entières quand son fils avait de
La fièvre gisait maintenant abandonnée dans la sienne. L'ironie était cruelle. Les nuits étaient les plus dures. La fièvre allait et venait par vagues, me brûlant puis me glaçant, jusqu'à ce que mes dents claquent. J'appuyais sur le bouton d'appel et une infirmière venait, avec des médicaments, ses pas feutrés, son visage éclairé uniquement par la lueur du moniteur. Elle ajustait la couverture et murmurait. Essayez de dormir. Je voulais lui demander de s'asseoir, juste de s'asseoir une minute, mais je ne l'ai jamais fait. La fierté me gardait silencieuse même quand la solitude me griffait la poitrine. Gauthier m'aurait réprimandé pour ça. Il aurait dit « Hélène, tu as donné ta vie aux autres, laisse quelqu'un être là pour toi. » Mais Gauthier n'était pas là. Seul son carnet l'était. Je le plaçais contre ma poitrine, espérant qu'il pourrait me réchauffer comme sa présence le faisait autrefois. 21 jours. C'est le temps qu'il m'a fallu pour comprendre tout le poids du silence. Je n'étais pas invisible pour le personnel de l'hôpital. Ils notaient ma fièvre, suivaient mon pouls, mesuraient ma douleur. Mais pour mon propre fils, pour ma propre chair et mon propre sang, j'étais invisible, oublié ou peut-être ignoré. Je ne pouvais pas décider ce qui était le pire. Je n'arrêtais pas de me dire « Peut-être que demain il appellera, peut-être que demain il viendra. » Chaque lendemain arrivait vide. C'était ça, la vérité. Des chaises vides à mon chevet. Un silence vide là où une voix aurait dû être. Des promesses vides de liens familiaux qui étaient censés me soutenir quand je tombais. Et donc je restais là, les jours, glissant les uns dans les autres, m'accrochant au carnet en cuir de Gauthier, comme s'il était une main, un battement de cœur, un rappel qu'il fut un temps où je n'étais pas seule. Le matin où j'ai quitté l'hôpital, le ciel était clair et fin. La lumière s'étirait sur le pavé mouillé et l'air portait cette fraîcheur d'après la pluie. Le taxi a roulé sous les vieux chênes et s'est arrêté devant ma maison. J'ai remercié le chauffeur et lui ai dit que j'avais passé 21 jours à apprendre à me tenir debout. J'allais continuer à me tenir debout maintenant. Ma canne dans la main droite et ma valise dans la gauche. J'ai gravi les marches qui avaient autrefois ressemblé à une promesse. Avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte. Daniel emplissait l'encadrement. Il était plus grand que son père. Pourtant, il se penchait en arrière, comme si la distance pouvait adoucir ce qu'il s'apprêtait à dire. Ses yeux étaient du même bleu que j'avais embrassé le jour de sa naissance. Maintenant, ils semblaient clos, comme des volets dans une tempête. Pendant un instant, j'ai vu le garçon qui ne pouvait pas dormir s'il avait mal agi. Puis l'instant a disparu, et un homme se tenait là, qui avait répété une phrase et était prêt à la prononcer. « Elle n'est plus à toi, ne reviens pas. » Sa voix était plate. Derrière lui, Claire posait une main sur le montant de la porte. À son cou pendait le pendentif de perles que Gauthier m'avait offert pour notre 30e anniversaire. Par-dessus son épaule, Evelyne était assise dans mon fauteuil, les chevilles croisées. Richard dépliait le journal local comme si le gros titre disait « Bienvenue chez nous ». Ma lampe brillait sur la table d'appoint. La photo de ma famille faisait face à leurs genoux. « Daniel !» ai-je dit en stabilisant ma respiration. « Je suis à la maison. » Claire a répondu « Pour lui. Tu as signé les papiers avant l'opération. La procuration. Nous avons agi vite pour ton bien. La maison est plus en sécurité avec mes parents pour l'instant. » Evelyne a posé sa tasse dans sa soucoupe avec un son sec. « Cette maison est trop grande pour toi, » a-t-elle dit. « Tu devrais être dans un endroit plus facile à gérer. » Son ton enrobait le mépris d'une fausse sollicitude. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. Des cartons empilés en
colonnes nettes étaient étiquetées de l'écriture soignée de Claire. Linge, livres, cuisine, Noël. Une vie classée par une main qui ne savait pas combien de recettes étaient scotchées à l'intérieur de ces livres de cuisine. Combien d'ornements en verre portaient encore les empreintes d'un garçon qui avait autrefois cru à la magie. J'ai pensé au chèque d'hypothèque que Gauthier et moi avions posté le lendemain de ses funérailles. La maison avait été notre promesse. Maintenant, c'était un décor pour le confort de quelqu'un d'autre. Daniel gardait sa main sur la poignée. Ses doigts blanchissaient là où il serrait le laiton. « C'est fait !» a-t-il dit. « Tu devrais trouver un autre endroit pour un moment. Nous enverrons tes affaires. » Je n'ai pas trouvé la faille où une erreur pouvait encore être corrigée. Dans les petites taches dorées près de ses pupilles, je voyais encore l'enfant qui avait un jour rendu un portefeuille perdu à l'épicerie. Cet enfant se tenait loin. Une distance mesurée en choix, pas en kilomètres. J'aurais pu contester la loi. Une procuration n'est pas un chèque en blanc. Certains transferts exigent des signatures et des témoins qu'ils n'avaient pas. J'aurais pu demander le pendentif. J'aurais pu demander 1 minute de silence seule dans ma cuisine. Au lieu de cela, le calme des nuits d'hôpital est revenu et m'a stabilisée. Si je parlais alors, je tomberais dans une querelle qui me rendrait petite. Je n'avais aucun intérêt à être petite. J'ai croisé le regard de mon fils et j'ai laissé le silence faire son travail. Puis je me suis reculée du seuil qui m'avait oublié. « Profitez-en », ai-je dit. Les mots étaient réguliers et simples. Ils ont traversé l'espace et se sont posés. Le sourire de Claire s'est crispé. Le sourcil d'Evelyne s'est levé d'une fraction. Richard a cessé le froissement du papier journal. Daniel a dégluti. Pendant un instant, quelque chose comme un doute a bougé sous son expression et a disparu. Je me suis retournée et j'ai descendu les marches, la canne tapotant légèrement sur le bois. Une tige de rosier a effleuré ma manche. Une épine s'est accrochée, puis a lâché prise. Sur le trottoir, je me suis arrêtée pour respirer. Un voisin est passé en voiture et a levé 2 doigts du volant. J'ai incliné le menton en réponse. La maison derrière, moi bourdonnais de voix qui ne m'appartenaient pas. La clé dans ma poche correspondait à une porte qui ne s'ouvrirait pas aujourd'hui. Au coin de la rue, j'ai touché le carnet en cuir de Gauthier dans mon sac, chaud sous ma paume, plissé là où sa main l'avait tenu. C'était là. C'est une chose que personne n'avait mise en carton ou étiquetée. Je me suis mise en route, vers l'hôtel. J'étais une femme sans clé, mais pas sans mémoire, pas sans esprit, pas sans loi et sans courage tranquille. Je me suis enregistrée dans un petit hôtel ce soir-là, le genre d'endroit où personne ne pose de questions tant que vous donnez de l'argent liquide et que vous restez discrète. Les murs étaient beige, le couvre-lit fin et la fenêtre donnait sur un parking, bourdonnant sous une seule lumière vacillante. Je ne cherchais pas le confort. Je cherchais la clarté. En posant ma valise usée sur la chaise, j'ai attrapé le vieux carnet de Gauthier, celui que j'avais glissé dans mon sac à main après la dispute. Je me suis assise sur le bord du lit, les ressorts grinçant sous mon poids, et j'ai ouvert le carnet. Les premières pages étaient remplies de son écriture précise, le genre de cursive S, oignée que j'avais aimé. Regardez quand nous étions plus jeunes. Il avait noté des registres de nos maigres revenus, agricoles, des notes sur les factures mensuelles, et nichés entre eux se trouvaient des rappels discrets. Mes yeux se sont arrêtés sur une ligne particulière, soulignée 2 fois. Ne signe jamais rien sans lire chaque mot. Mon souffle s'est coupé. Gauthier s'était toujours inquiété que notre gentillesse, ou plutôt ma tendance à faire confiance trop facilement, soit exploitée.
Il l'avait dit parfois en plaisantant à moitié. Mais maintenant ces mots résonnaient comme une bouée de sauvetage venue de l'au-delà. J'ai tracé l'encre avec mon doigt et j'ai murmuré. « Tu savais, n'est-ce pas ?» Comme s'il m'avait laissé un message, me préparant pour ce moment précis où nos enfants se retourneraient contre moi pour une terre qu'ils n'avaient pas gagnée. Le carnet est devenu plus que du papier. C'était Gauthier lui-même qui parlait à travers les marges, me pressant de ne pas céder sous la pression. Mais je ne pouvais pas faire ça seule. Pour la première fois depuis des années, j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis trop longtemps. Marguerite Hayes, ma plus chère, amie de l'université, la femme qui avait choisi le prétoire plutôt que la cuisine et qui ne s'en était jamais excusée. Quand elle a répondu, sa voix était nette et stable, perçant à travers mon épuisement. « Hélène, ça va ?» a-t-elle demandé. Pas d'hésitation, pas de politesse. « Non !» ai-je admis, ma gorge se serrant. Ils ont essayé de me faire signer pour la maison. Ma voix s'est brisée. Ils m'ont blessée, Marguerite. Et je pense qu'ils vont continuer d'essayer. Un silence d'un instant, puis le bruissement de papier, le claquement d'une portière de voiture en arrière-plat. « Où es-tu » a-t-elle exigé. « Le grand hôtel, chambre 12. Ne bouge pas, j'arrive dans 20 minutes. » Fidèle à sa parole, le coup frappé à ma porte a retenti comme un signal de sauvetage. Marguerite est entrée d'un pas décidé, sa présence remplissant la petite pièce. Elle portait son tailleur gris, comme une armure, ses cheveux tirés en arrière, ses yeux féroces et inflexibles. À cet instant, elle était tout ce que je n'étais pas, confiante, décisive, prête pour la bataille. La voir, c'était comme regarder dans un miroir de ce que ma vie aurait pu être si je ne m'étais pas mariée jeune. Si je n'avais pas choisi la famille plutôt que l'ambition. Elle s'est assise en face de moi, a jeté un coup d'œil au carnet sur mes genoux et a dit « Gauthier a toujours été le plus prudent. Un homme bien. Voyons voir ce qu'il a laissé derrière lui. » Elle a feuilleté les pages avec la précision de quelqu'un habitué aux preuves, s'arrêtant à la même ligne, soulignée à laquelle je m'étais accrochée. Elle a levé les yeux, son regard se rétrécissant. « Il t'a laissé des instructions, Hélène. Il savait qu'un jour tu en aurais besoin. » Les larmes me sont montées aux yeux, mais Marguerite a secoué la tête. « Ne pleure pas maintenant. Les larmes ne protégeront pas ta maison. Le combat, si, et tu m'as à tes côtés. » Cette seule phrase a soulevé quelque chose en moi. Marguerite était l'incarnation des choix que j'avais autrefois, enviés mais que j'avais eu peur de faire. L'indépendance, l'autorité, un refus de plier. Assise dans cette chambre de motel terne, nous formions un portrait de divergence. Moi, usée par des années de sacrifice, et elle, affûtée par des années à tenir tête. Pourtant, dans ce reflet, j'ai vu de l'espoir. Si elle pouvait se tenir droite, peut-être que je le pouvais hausser. Elle s'est penchée en avant, sa voix un ordre à voix basse. « Demain, nous commençons. Par le service du cadastre. Je veux chaque acte de propriété, chaque titre, chaque papier que tes enfants pensent pouvoir toucher. Ils sont sur le point d'apprendre que ton silence n'a jamais été de la faiblesse. C'était de la patience. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Je n'aurais pas dû y retourner. Mais quelque chose en moi me ramenait vers la vieille maison comme une marée qui refusait de se retirer. Ma hanche me faisait encore mal depuis l'opération, mais je me suis garée un peu plus loin dans la rue. J'ai attendu que les lumières à l'intérieur s'éteignent, et je me suis glissée par le portail latéral, comme une étrangère s'introduisant dans sa propre vie.
Chaque pas sur le gravier était à la fois une trahison et une reconquête. La porte du garage a gémi quand je l'ai soulevée, assez fort pour me figer. Mais personne n'a bougé. La poussière tourbillonnait dans le faisceau de ma lampe de poche. Je pouvais sentir le faible mélange d'huile de moteur et de vieux cartons, l'odeur des années que j'avais emballées et stockées, pensant qu'elles seraient toujours en sécurité ici. Je n'étais pas là pour les bijoux ou les titres de propriété ou les choses que Daniel et sa femme voulaient me faire signer. Je voulais une boîte, celle que j'avais, scotchée moi-même il y a 30 ans. La boîte qui portait encore de faibles traces d'une écriture que seul Gauthier aurait pu faire. C'est très audacieux et stable qui disait « Souvenir de mariage ». Je me suis accroupie et je l'ai trouvé derrière une pile de guirlandes de Noël et de matériel de sport oublié. Mes doigts tremblaient en balayant les toiles d'araignée. Le ruban adhésif a cédé après une lente déchirure. Oh, et quand le couvercle s'est ouvert, le temps s'est déversé. La première chose que j'ai vue, c'est notre album de mariage. La couverture en cuir était craquelée, mais les photos à l'intérieur étaient encore nettes. Gauthier dans son costume sombre, moi en dentelle, souriant comme si l'éternité était une promesse gravée dans la pierre. Ma gorge s'est nouée en traçant son visage. La façon dont sa main serrait la mienne, comme s'il ne la lâcherait jamais. Il ne l'avait pas fait. Même dans la mort, sa présence était dans chaque marche de mes jours. En dessous se trouvait la couverture de bébé de Daniel, jaunie sur les bords, douce après des années de lavage, puis des jouets, des petites voitures, un gant de baseball, un puzzle en bois que Gauthier avait poncé à la main. Ma lampe de poche a brillé sur un bocal rempli de billes. Daniel avait l'habitude de les aligner en rangées parfaites, se disputa, et férocement chaque fois que quelqu'un essayait de tricher au jeu. « C'est pas juste !» criait-il, les joues rouges, les poings serrés. L'équité comptait pour lui. La justice brûlait en lui quand il était garçon. Qu'était-il? Arrivé à ce garçon? Je me suis assise sur un tabouret, la boîte ouverte sur mes genoux, et les souvenirs ont coulé comme une rivière que je ne pouvais endiguer. J'ai vu Daniel à 10 en défendre un camarade de classe contre des brutes. Sa voix se brisant mais sa colonne vertébrale droite. Je l'ai vu à 16 ans sortir de la maison en claquant la porte après que Gauthier l'ait puni, mais se glisser dans la cuisine des heures plus tard pour murmurer « Je suis désolé, papa ». Et maintenant, le même garçon m'avait laissé allongé dans un lit d'hôpital pendant 21 jours, sans un mot. Le même garçon avait hoché la tête quand sa femme avait déclaré que et je ne faisais plus partie de la famille. Mes mains tremblaient en soulevant un petit cadre photo. C'était Daniel à 5 ans, souriant avec 2 dents en moins, tenant un marteau en jouet que Gauthier lui avait donné. Griffonné au dos de ma propre main, les mots « Mon petit défenseur de l'équité ». J'ai pressé le cadre contre moi, ma poitrine, et j'ai senti la guerre commencer en moi. Et s'il était seulement manipulé, ai-je pensé. Et si elle lui murmurait du poison à l'oreille, jusqu'à ce qu'il croie que je suis l'ennemi? Mais une autre voix, plus sombre et plus tranchante, a répondu. C'est un homme adulte. Il a fait son choix. Personne ne l'a forcé à détourner le regard quand tu étais abandonné dans cette chambre d'hôpital stérile. Personne d'autre n'a envoyé ces textos te disant de rester à l'écart. C'était sa main, son téléphone, son silence. Le pardon me tirait, le ressent. Il m'en tirait plus fort. Le garage est devenu plus lourd, pesant comme un poids de fantôme. Je ne pouvais plus respirer là-dedans. J'ai fourré le cadre dans la poche de ma veste et j'ai refermé la boîte, scellant à nouveau le passé. Ma hanche a protesté quand je l'ai soulevée, mais je l'ai portée jusqu'au coffre de ma voiture.
Avant de partir, je me suis retournée pour regarder le garage une dernière fois. Les étagères, la poussière, les ombres, tout cela ressemblait à un mausolée d'amour et de trahison. Je l'ai refermé silencieusement, laissant derrière moi les choses que je ne pouvais pas emporter. Sur le chemin du retour, les larmes brouillaient la route. Ma poitrine me faisait mal avec la question que je ne pouvais faire taire. Daniel était-il vraiment perdu pour moi? Ou l'avais-je perdu bien avant, trop aveuglé par l'amour pour voir les fissures se former? J'ai serré le volant pile, Usfort. Le carnet de Gauthier était dans mon sac, son écriture stable me pressant de ne pas signer, de ne pas abandonner. Mais mon cœur posait une question différente, la plus difficile de toutes. Puis-je pardonner à mon fils s'il a été trompé? Ou dois-je affronter la vérité que la trahison était son choix, pas le sien? La voiture ronronnait, m'emportant dans une nuit sans réponse. Seulement la douleur aiguë du souvenir et le silence creux de l'espoir qui s'effiloche. J'avais pris soin de ne pas m'attarder trop longtemps autour de l'ancienne maison après ma dernière visite. Chaque recoin portait l'odeur de la trahison, mais un fil invisible continuait de me ramener vers le quartier, comme une affaire inachevée, murmurant à travers les fissures, de chaque trottoir que j'avais arpenté pendant des décennies. C'était en fin d'après-midi, quand je l'ai vu, M. Peterson, mon voisin depuis près de 30 ans. Son allure s'était ralentie, son dos plus courbé, mais ses yeux étaient aussi vifs que jamais. Il m'a aperçu près de la clôture et s'est approché en traînant les pieds, son souffle visible dans l'air frais. « À moi. Tu ne devrais pas trop traîner par ici, Hélène, » a-t-il dit doucement, jetant un coup d'œil autour de lui comme si les arbres eux-mêmes pouvaient écouter. Mais je suppose que les vieilles racines ne meurent pas facilement. J'ai esquissé un faible sourire, bien qu'il n'y ait aucune chaleur derrière. J'avais juste besoin de prendre l'air, besoin de me souvenir. Il s'est penché, baissant encore plus la voix. « Tu devrais savoir quelque chose. J'ai vu beaucoup de réunions chez ta belle-fille ces dernières semaines. Des voitures que je ne reconnais pas. Des hommes en costume. Des types avec des porte-blocs. Mon cœur s'est accéléré. Des réunions. Peterson a hoché lentement la tête. Pas juste une ou deux fois. Régulièrement. Tous les jeudis soirs. Parfois le samedi. Ils se rassemblent dans la sala, manger comme si c'était la mairie. Et il ne s'agit pas seulement de ta maison, Hélène. Je l'ai entendu une fois en promenant le chien. Quelque chose à propos de parcelles, de zonage et de potentiel de redéveloppement. Ces mots ont atterri comme des pierres dans ma poitrine. Ma maison n'était pas simplement un trophée pour Daniel et sa femme. C'était une pièce de quelque chose de bien plus grand. Un puzzle valant des millions, peut-être. Plus. Rezonage. Ai-je répété, ma voix à peine un murmure. « Oui, » a-t-il dit. Il ne parle pas d'une seule propriété. Il parle de tout le pâté de maison. Peut-être de toute la rue. Tous ceux d'entre nous qui sommes ici depuis des décennies. Pouf, disparu. Il a claqué ses doigts fins. Le promoteur tourne comme des vautours quand ils sentent le profit. Et tes enfants, ils sont en plein milieu. J'ai senti mes genoux faiblir. Pendant si longtemps, j'avais essayé de considérer la trahison de Daniel comme personnelle, comme s'il ne s'agissait que d'héritage, de loyauté entre une mère et son fils. Mais les mots de Peterson m'ont forcé à affronter quelque chose de plus glaçant. Peut-être que ce n'était pas simplement un conflit familial. Peut-être que c'était de la collusion. Les images des cartons dans le garage sont revenues. Daniel, enfant, tenant un camion jouet cassé, exigeant l'équité. « C'est pas juste, maman. Je mérite la même chose que les autres. » Et le
Voilà maintenant, adulte, prêt à se tenir aux côtés d'étrangers en costume sombre, effaçant non seulement l'équité, mais les foyers même des familles, qui avaient partagé des clôtures de jardin et des fêtes, de quartier avec nous pendant des décennies. J'ai dégluti, difficilement. As-tu entendu des noms? Quelque chose de spécifique? Peterson a secoué la tête. Non juste des murmures sur des investisseurs, des commissions de rezonage, et à quel point les choses iraient plus vite une fois ta propriété liquidée. Il riait, Hélène, il riait comme si c'était déjà chose faite. Ces mots m'ont transpercé plus profondément que le silence de Daniel ne l'avait jamais fait. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était de l'arrogance. Ce genre de cupidité tranquille et confiante qui se nourrit de l'impuissance des autres. Un conflit moral me tiraillait, vif et implacable. Se pouvait-il que Daniel ne soit qu'un instrument, qu'on lui ait promis une part d'un gâteau qu'il ne comprenait pas entièrement? Ou avait-il volontairement troqué son sens de l'équité enfantin contre une place au bas, en quai du profit et de la tromperie? Ma gorge s'est serrée en essayant de m'imaginer le confronter, le regarder dans les yeux et lui demander « Était-ce vraiment ton choix ou n'es-tu que leur pion ?» Un instant, Peterson a posé une main sur mon bras, sa vieille peau chaude contre la mienne. « Hélène, je ne sais pas ce que tu comptes faire, mais sois prudente. Ce n'est plus seulement une affaire de famille. C'est du business. Et quand le business est impliqué, la compassion est la première chose à disparaître. » J'ai hoché la tête, lentement, bien que mon cœur batte la chamade de terreur. La compassion pouvait disparaître dans leur monde, mais dans le mien, c'était la seule boussole qu'il me restait. Pourtant, je savais une chose avec une certitude sombre. Je ne pouvais plus raconter cette histoire comme étant uniquement la trahison de mon fils. C'était une tempête qui se préparait au-dessus de tout le quartier. Et si Daniel avait vraiment choisi de se ranger du côté de la tempête, alors le pardon ne serait plus possible. Le café était calme ce matin-là. Le genre d'endroit où les voix se noyaient dans l'arôme des grains torréfiés et où personne ne regardait de trop près qui que ce soit d'autre. Hélène était assise en face de Marguerite, ses mains serrées autour d'une tasse en porcelaine ébréchée. La vapeur s'élevait en volute, mais elle n'avait pas touché son café. Marguerite se pencha en avant, sa voix basse, délibérée. Si Daniel fait ça, il ne le fait pas seul. Des papiers comme ça n'apparaissent pas de nulle part. Quelqu'un le soutient. Probablement la famille de sa femme. Les yeux d'Hélène suivirent le bord de sa tasse. Le contrat que Daniel avait poussé sur la table de sa cuisine 2 soirs auparavant brûlait encore dans sa mémoire. Les pages denses de jargue en juridique, les endroits où il avait pointé en disant « Signe juste, maman, c'est seulement une formalité. » « Une formalité ?» murmura Hélène avec amertume. « C'est le mot qu'il a utilisé. Mais ces signatures ?» Elle fouilla dans son sac à main, sortant la photocopie qu'elle avait faite. Elles ne sont pas cohérentes. Regarde ici. Ce cachet de notaire est or. Séquence et cette clause. Daniel ne connaît même pas la terminologie. Il a dû être coaché. Marguerite plissa les yeux vers le papier, hochant lentement la tête. « Tu travaillais dans la conformité, n'est-ce pas? Pour la banque. » Hélène s'autorisa un petit sourire pincé. 20 ans, jusqu'à ce que la maladie de Richard me force à rester à la maison. Je passais au crible les contrats, les prospectus, les documents de prêt, à la recherche de divergences. Les gens pensaient que j'étais juste une assistante. Mais j'ai appris à lire ce que les autres négligents. Elle tapota la page d'un doigt ferme. Ce n'est pas seulement bâclé, c'est frauduleux. S'ils obtiennent ma signature,
Ils contrôleront non seulement l'acte de propriété de ma maison, mais aussi les droits de refinancement. Cela ouvre la porte à des accords de rezonage, à la revente de propriétés, à des profits de plusieurs millions. Le bourdonnement du café devint plus fort un instant. Des assiettes s'entrechoquant. Un éclat de rire d'un groupe près de la fenêtre. Mais à leur petite table d'angle, l'air se tendit. Marguerite expira lentement et lourdement. « Alors, quel est le premier coup ?» Hélène hésita. Sa gorge se serra comme si les mots eux-mêmes portaient la honte. Finalement, elle admit, sa voix tremblante. « Je n'ai pas peur de perdre la maison. La brique et le bois, ça peut se reconstruire. Ce qui me terrifie, c'est de perdre Daniel C. complètement. C'est mon seul enfant. Si je me bats contre lui, si je traîne son nom devant les tribunaux, je ne sais pas s'il en restera quoi que ce soit entre nous. » Ses yeux brillèrent, mais elle refusa de laisser les larmes couler. Au lieu de cela, elle agrippa les papiers, ses jointures pâles. La main de Marguerite traversa la table, recouvrant celle d'Hélène. La chaleur était un ancrage, une ancre contre la tempête intérieure. « Écoute-moi, » dit-elle, son ton ferme mais tendre. « Personne, ni fils, ni famille, ne vaut la peine de se perdre. Ils peuvent abuser de ton amour, ils peuvent le tordre. Mais ta dignité, ton intégrité, c'est la partie que personne n'a le droit de voler. » Hélène déglutit difficilement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. « Mais il est toujours ce petit garçon que j'ai élevé. Je revois son visage à 8 ans, courant du jardin, avec des taches d'herbe et des genoux écorchés. Je l'entends m'appeler maman. » Les yeux de Marguerite s'adoucirent, mais sa voix s'aiguisa. « Ce petit garçon n'est pas l'homme, assis en face de toi maintenant, exigeant ta signature. Cet homme fait des choix cruels. Si tu ne te défends pas, il t'entraînera dans sa chute, et peut-être tout ton quartier avec lui. » Un lourd silence s'installa. Hélène fixa son café, levant finalement la tasse à ses lèvres. Le liquide était tiède, amer. Elle se força à avaler. Puis, lentement, la résolution commença à poindre dans sa voix. « Nous aurons besoin de preuves, de traces écrites, d'incohérences, de témoignages. S'ils utilisent des documents falsifiés, il y aura un notaire qui a enfreint le protocole, une date qui ne correspond pas, une piste financière qui ne colle pas. » Marguerite hocha la tête. « Et je t'aiderai à creuser. À nous deux, nous pouvons cartographier ce âcre coin de leur stratagème. » Hélène rangea les papiers dans son sac, sentant leur poids comme une malédiction et un bouclier à la fois. Elle croisa le regard de Marguerite. Son ton maintenant stable. « Je ne fuirai pas. Pas cette fois. Si Daniel veut me faire tomber, il devra d'abord faire face à la vérité. » Pour la première fois depuis des semaines, ses épaules se soulevèrent un peu plus légèrement. Le plan silencieux avait commencé. Pas bruyant, pas vengeur, juste délibéré, prudent et enraciné dans la seule chose que Daniel avait oubliée. La force tranquille de sa mère. La nuit était plus froide qu'elle n'aurait dû l'être pour un début de printemps. Hélène était assise tranquillement dans sa voiture, garée un peu plus loin dans la rue de la maison qu'elle avait autrefois construite, avec Gauthier. Le moteur était éteint, ses mains croisées sur ses genoux, et le seul son était le faible tic-tac du capot qui refroidissait. Elle se disait qu'elle voulait seulement voir les lumières pour rassurer son cœur, que la maison était toujours debout, toujours réelle, même si elle ne lui appartenait plus. Par la fenêtre du salon, une lumière dorée se déversait sur la rue. C'était chaleureux, presque théâtral, comme un décor de scène destiné à convaincre tout passant que la joie vivait à l'intérieur.
Hélène bougea sur son siège, se penchant juste, assez pour voir la table de la salle à manger. Sa table, dressée pour 5. À l'intérieur, Daniel se tenait au bout de la table, levant un verre. Claire, toujours l'hôtesse parfaite, rejeta ses cheveux derrière son oreille, en riant de quelque chose qu'Evelyne avait dit. Et là, sur la chaise que Gauthier occupait chaque dimanche soir, était assis Richard, le père de Claire. Il se penchait en arrière, comme s'il était le propriétaire des lieux, une main posée, nonchalamment sur le bras du fauteuil, l'autre tenant un verre de vin rempli dans le cristal d'Hélène. Le son d'un rire étouffé parvenait même à travers les vitres fermées de sa voiture. Ce n'était pas clair, juste un bourdonnement. Mais Hélène le reconnaissait dans ses os, le rythme de l'exclusion. Autrefois, cette pièce avait résonné des rires d'enfance de Daniel, de la voix de baryton de Gauthier racontant des histoires. Maintenant, elle avait été transformée en une scène pour une célébration qui l'effaçait. Les yeux d'Hélène s'attardèrent sur l'espace, vide à l'autre bout de la table. Elle pouvait presque y voir Gauthier, inclinant la tête avant un repas, sa chaise tirée près de la sienne. Ce soir, cette chaise avait disparu, remplacée par celle de Richard. L'homme qui n'avait jamais mis les pieds dans sa cuisine du vivant de Gauthier présidait maintenant un festin, comme s'il était à sa place. Sa poitrine se serra. Ce n'était pas la perte de la maison elle-même, bien qu'elle sût que la piste administrative se tissait déjà contre elle. Ce n'était même pas les contrats dont Marguerite l'avait averti. Non, la blessure était plus profonde. Regardez Daniel rire dans ce cercle, comme si cet arrangement était naturel, comme si sa mère était une relique qu'il valait mieux laisser. Dehors, était plus tranchant que n'importe quelle trahison écrite à l'encre. Hélène appuya son front contre le volant, laissant le cuir frais la stabiliser. « N'entre pas, murmura-t-elle, bien que sa main tressaillît vers la poignée de la porte. Elle voulait faire irruption par cette porte, exiger pourquoi son fils avait remplacé sa place à table si rapidement, si négligemment. Elle voulait lui demander s'il se souvenait des nuits où elle restait éveillée pour garder cette même maison. Les nuits où la maladie de Gauthier rendait l'argent rare et où elle faisait des doubles services pour payer l'hypothèque. Mais la voiture resta immobile. Hélène ne bougea pas. Elle réalisa que si elle entrait, elle ne trouverait pas de réponse. Seulement plus de silence déguisé en politesse, plus d'humiliation déguisée en célébration. Le rire s'éleva de nouveau, assez fort pour percer ses pensées. Elle tourna son visage vers la fenêtre une dernière fois. Claire se pencha pour murmurer quelque chose à l'oreille de Daniel. Il sourit, trinquant avec elle. Hélène observa ses yeux, ces mêmes yeux qu'elle avait autrefois tenus contre sa poitrine de nouveau-né, et ne vit aucune trace d'hésitation, aucune lueur de culpabilité. Un instant, elle se demanda s'il avait remarqué sa voiture garée dans l'ombre. S'il l'avait fait, il n'en donna aucun signe. Il était trop occupé à leur appartenir. Hélène se redressa sur son siège. Le calme l'entourait, lourd et tranchant, mais elle refusa de le laisser l'écraser. Elle sortit les clés de la poche de sa veste et mit le contact. La voiture se mit à ronronner doucement, sa vibration stable sous ses mains. Elle ne jeta pas un regard en arrière en s'éloignant. Les lumières de la maison s'estompèrent dans son rétroviseur jusqu'à n'être que des points dans le ciel nocturne. Chaque lampadaire qui passait s'étirait sur son pare-brise comme un lent rideau silencieux, tombant sur une scène où elle ne souhaitait plus jouer. Au bout de la rue, Hélène expira. Ce n'était pas du soulagement, pas encore. Mais c'était quelque chose proche de la clarté. Elle avait vu ce
qu'elle avait besoin de voir, la maison qu'elle avait construite, le fils qu'elle avait élevé, la chaise que Gauthier occupait autrefois. Rien de tout cela ne lui appartena, et de ce soir. Et peut-être, pensa-t-elle, était-ce le début de quelque chose qu'elle n'avait pas encore osé nommer, la liberté. Marguerite arrive le lendemain matin avec un dossier en cuir marron, sous le bras. Elle avait l'air presque désolée, comme si le simple fait de le porter était lourd. Hélène remarqua le tremblement dans les mains de son amie, alors qu'elle posait le dossier, sur la petite table de la cuisine. « Je ne voulais pas y croire non plus, » murmura Marguerite. Mais les chiffres ne mentent pas. Le cœur d'Hélène battait contre ses côtes. Depuis des semaines, elle sentait le malaise. De petites incohérences dans son solde bancaire. Des chuchotements dans des conversations interrompues quand elle entrait dans une pièce. Le rire creux de Daniel et Claire au dîner. Mais c'était différent. C'était la preuve. Marguerite ouvrit la fermeture éclair du dossier. En sortirent des relats, EV bancaire imprimé, ligne après, ligne de transaction froide. Les yeux d'Hélène les parcoururent lentement. Chacun portait son nom en gras dans le coin supérieur. Mais elle savait qu'elle n'avait rien autorisé de tout. Cela, ici, dit Marguerite en tapotant la première feuille de son index. 21 jours. Chaque jour où tu étais à l'hôpital. Hélène se pencha plus près. Les chiffres se brouillèrent. D'abord. Elle cligna des yeux, ajusta ses lunettes, puis la vérité se fit jour. Virement, retrait, grosse somme passant de son compte personnel à un compte de holding inconnu. Son souffle se coupa, mais je n'étais même pas à la maison. J'étais sous sédatif la plupart de ces jours. Marguerite hocha la tête d'un air sombre. Exactement. Et c'est ce qui rend tout, cela d'autant plus délibéré. Hélène sentit l'air se raréfier autour d'elle. Elle s'agrippa au bord de la table, se stabilisant alors que le sol sous ses pieds semblait basculer. Elle avait fait confiance à son fils pour superviser les choses pendant sa convalescence. Elle avait signé les simples formulaires qu'il lui avait présentés, à peine consciente, croyant qu'il ne s'agissait que de paperasse d'assurance. Marguerite fit glisser la dernière page. « Regarde la signature. » Hélène se figea. La feuille portait le nom complet de Daniel, pas le sien, A.A. Tsiosa, côté des autorisations de virement. Son écriture inimitable, légèrement inclinée avec le paraphe qu'il avait adopté au lycée. Son estomac se tordit. Pas seulement Claire, pas seulement les beaux-parents, son propre fils. « Il les a signés ?» murmura Hélène. Plus pour elle-même que pour Marguerite. Il les a signés comme si l'argent était à lui. Le poids de la trahison s'installa comme une pierre sur sa poitrine. Les souvenirs affluèrent, sans y être invité. Daniel a 12 ans, retournant en courant dans une épicerie parce qu'une femme avait fait tomber son portefeuille. Il avait refusé de garder le billet de 50 € à l'intérieur. Il avait arboré ce sourire de garçon en disant « Ce n'était pas à moi, maman. On rend ce qui n'est pas à nous. » La voix d'Hélène se brisa. L'enfant qui a un jour rendu 50 € est maintenant l'homme qui vole sa propre mère. Sa main tremblait en posant le papier. Elle ne pouvait se résoudre à le regarder à nouveau. C'était comme regarder dans un miroir brisé en 1000 morceaux tranchants, chaque reflet coupant plus profondément que le précédent. Marguerite tendit la main sur la table, posant doucement sa paume sur celle d'Hélène. « Je suis tellement désolée, Hélène. J'ai essayé de trouver une autre explication. Peut-être une erreur. Peut-être une erreur administrative, mais là, ist trop nette, trop délibérée. » L'esprit d'Hélène revoyait les jours d'hôpital. Daniel à son chevet,
lui tapotant la main, lui disant de ne pas s'inquiéter. Claire planant avec une sympathie de façade. Et maintenant, elle le voyait clairement. Comment les documents s'étaient glissés devant elle alors qu'elle dérivait entre conscience et sommeil, induit par la morphine. Comment son propre fils s'était penché, un stylo à la main, non pas pour la protéger, mais pour la piller. Les larmes montèrent, mais elle les refoula. Pleurer ne réécrirait pas la vérité. Pleurer ne rendrait pas ce qui avait été pris. Au lieu de cela, elle murmura. Il les a choisis. Eux, plutôt que moi. Marguerite serra sa main plus fort. Ou peut-être a-t-il choisi la cupidité. Parfois, ce n'est que ça. Hélène se leva, marcha lentement jusqu'à la fenêtre et regarda le jardin tranquille. Les roses que Gauthier avait plantées fleurissaient toujours, ignorant que la famille autrefois nourrie entre ses murs s'était fracturée. La maison semblait la même. L'air sentait la même chose. Mais rien à l'intérieur n'était plus en sécurité. Derrière, elle, la voix de Marguerite était stable. Cette piste est le fil rouge, Hélène. Suis-le et tu sauras exactement ce qu'ils ont fait. Et peut-être que ça te donnera la force de faire ce qui doit être fait. Hélène ferma les yeux. L'écho de ses paroles antérieures lui brûlait la poitrine. L'enfant qui rendait un portefeuille vole maintenant sa propre mère. Ce n'était pas seulement de l'argent qui avait été pris. C'était le dernier fil fragile d'innocence auquel elle s'était accrochée. La croyance que Daniel, peu importe à quel point il était égaré, portait encore la bonté qu'elle avait autrefois vue en lui. Maintenant, elle savait, et savoir était à la fois sa blessure la plus profonde et son arme la plus affûtée. L'air extérieur était vif ce soir-là, le genre de froid qui s'infiltrait dans les vieux os. Hélène serra son châle plus fort autour de ses épaules alors qu'elle se tenait dans l'ombre de la maison qu'elle avait autrefois considérée comme une seconde maison. Chaque recoin du bâtiment lui semblait familier. Le grincement des gouttières, la légère rouille des charnières de la porte latérale. C'était la même porte que Daniel avait utilisée adolescent, se faufilant pour des virées nocturnes, rentrant à pas de loup avant l'aube. Elle hésita, le cœur lourd. Suis-je en train de m'immiscer dans le monde de mon fils ou de réclamer ce qui m'appartient de droit? La pensée lui brûlait la poitrine. Elle actionna le loquet. Il céda avec un doux soupir métallique. À l'intérieur, des voix étouffées parvenaient du couloir. Hélène s'arrêta, chaque nerf en alerte. Elle reconnut le ton net et policé d'Evelyne, tranchant le silence. La voix plus grave et mesurée de Richard suivit. Les mots coupèrent le souffle d'Hélène. Le raisonnage passera une fois que les finances seront réglées. Utiliser les comptes d'Hélène nous a donné la couverture parfaite. Personne ne remettra en question les virements. Son pouls martelait. Mes comptes, mon nom. Elle s'approcha, ses chaussures effleurant à peine le parquet. La lumière de la cuisine se déversait dans le couloir, une flaque dorée qu'elle n'osait pas traverser. De l'ombre, elle sortit le petit enregistreur que Marguerite lui avait glissé dans la paume plus tôt dans la journée. Juste au cas où, avait dit Marguerite. Hélène l'alluma. Le rire de Richard, lui, écorcha les oreilles. La beauté de la chose, Evelyne, c'est que Daniel lui-même a donné son accord. La loyauté familiale a toujours été, et son point faible. Les mots la frappèrent comme une lame. Hélène chancela, le dos contre le mur. Daniel, non seulement trompé, mais complice. Le garçon qui avait un jour rendu le portefeuille perdu d'un étranger avec chaque euro à l'intérieur, maintenant lié à des voleurs, complotant contre sa propre mère. Sa
gorge se serra. Elle voulait crier, faire irruption dans la pièce et exiger des réponses. Mais la force tranquille des années la retint. Au lieu de cela, elle écouta, chaque phrase se gravant, comme de l'acide. Et puis, son bras fut tiré en arrière. Une main rude et soudaine se referma sur son poignet. Elle haleta, l'enregistreur manquant de lui glisser des doigts. Howard se tenait là, son visage sombre et sévère. Ses yeux, autrefois ceux de son doux fils, la fixaient maintenant avec une froideur qu'elle reconnaissait à peine. « Qu'est-ce que tu fais ici, mère ?» Sa voix était basse, chargée de menaces. Il serra son poignet plus fort, assez pour la faire grimacer. « Tu nous espionnes? Après tout ce qu'on a fait pour te protéger ?» Les lèvres d'Hélène tremblaient, mais son regard resta ferme. « Me protéger de la vérité que vous avez choisi d'enterrer. De la tache que vous avez laissée sur cette famille. » Howard se pencha plus près, son souffle chaud contre sa joue. « Tu ne comprends pas dans quoi tu t'es fourré. Pars maintenant ou je te jure que tu le regretteras. » Le silence s'étira, lourd, comme du plomb. Evelyn et Richard s'étaient levés de table, leur visage tendu par la prise de conscience. La pièce était enroulée de tension, chaque personnage attendant que l'autre craque. Et puis des pas, lourds, mesurés, indéniables. La porte d'entrée s'ouvrit à la volée. « Police judiciaire, écartez-vous !» En un instant, la pièce bascula. Des agents en blousons chauds, ombres inondèrent l'espace, leurs voix impérieuses, leur présence écrasante. Evelyn se figea en plein mouvement. L'arrogance de Richard se mua en panique. Des papiers s'éparpillèrent de la table, alors qu'un agent les saisissait. La prise de Howard sur Hélène se desserra, sa main tombant comme si elle était brûlée. Il regarda les badges qui brillaient sous les lumières, l'incrédulité étranglant son visage. Hélène se redressa, son poignet lancinant, mais son esprit intact. Elle jeta un coup d'œil vers l'entrée, où se tenait Marguerite, calme et résolue, son téléphone toujours à la main. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, Hélène comprit. Marguerite avait déclenché le signal bien avant qu'Hélène ne se glisse par cette porte latérale. Pour la première fois depuis des années, Hélène sentit le sol bouger sous ses pieds. Non pas à cause de la trahison, mais à cause de la justice qui entrait enfin. Et bien que son cœur saignât encore pour le garçon qui avait un jour rendu un portefeuille avec une telle fierté, elle savait que l'équilibre du pouvoir avait changé. La porte d'entrée s'ouvrit avec un fracas qui secoua le couloir. En un instant, des agents en veste bleu marine inondèrent la maison, leurs bottes martelant le parquet poli, leurs voix nettes et autoritaires. « Police, restez où vous êtes !» Claire poussa un cri strident, sa voix perçant. Le chaos. Elle agrippa ses perles, son visage se tordant en un masque d'indignation. Evelyn et Richard eurent à peine le temps d'échanger un regard surpris, avant que deux agents ne leur tirent les bras dans le dos, faisant claquer l'acier froid des menottes autour de leurs poignets. « C'est une erreur. »« Savez-vous qui nous sommes ?» cracha Evelyn, se débattant contre la prise sur son bras. Le visage de Richard devint crâme. « Voici, nous avons des avocats. Vous ne pouvez pas simplement... » Mais ces protestations furent noyées par le chœur de commandements autoritaires, alors que les agents se déployaient dans la pièce, saisissant des dossiers, des téléphones, saisissant la confiance qui avait autrefois défini le domaine. Daniel se tenait figé près de la cheminée. Son verre de vin lui glissa des doigts et se brisa contre le marbre de l'âtre, le liquide rouge s'étalant comme du sang à ses pieds.
Nian regarda autour de lui comme si le sol sous ses pieds s'était ouvert, avalant le monde qu'il pensait connaître. Hélène entra silencieusement depuis le couloir latéral, sa silhouette calme au milieu de la tempête. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était stable. Elle avait bien choisi son moment. Pendant des années, elle avait été mise de côté, diminuée, traitée comme si elle était invisible. Ce soir, elle était pas invisible. Ce soir, elle était l'axe, sur lequel toute la maison tournait. Les yeux de Daniel la trouvèrent. Son visage était pâle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Mais aucun mot ne sortit. Les agents resserrèrent les menottes sur Evelyne et Richard. Claire continuait ses protestations stridentes, appelant le nom de Daniel comme s'il pouvait les protéger des conséquences. Mais Daniel ne bougeait pas. Il ne le pouvait pas. Son regard était fixé sur Hélène et il y avait de la confusion, de la trahison et une lueur de quelque chose comme de la peur. Finalement, sa voix perça le bruit, rauque et tremblante. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» Hélène sentit la question là, frapper comme une lame, mais elle se tint droite. Elle avait répété ce moment dans son esprit. Pourtant, la réalité était plus lourde qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Son fils, son unique fils, la regardait non pas avec amour, mais avec accusation. Daniel fit un pas en avant, sa voix se brisant d'incrédulité. « Pourquoi? Pourquoi m'as-tu fait ça? À nous !» Sa main tremblait en désignant le chaos autour d'eux, les agents fouillant dans les tiroirs, la vue de sa femme et de ses beaux-parents emmenés menottés. « Tu as tout détruit. » « Pourquoi? Maman, pourquoi ferais-tu ça à ta propre famille? » La pièce devint silencieuse à l'exception des sanglots étouffés de Claire et du cliquetis des menottes. Même les agents semblaient marquer une pause, leurs yeux se tournant vers Hélène. Hélène prit une longue inspiration. Les années de silence, le poids de l'abandon, les nuits où elle avait pleuré seule, tout cela pesait sur sa poitrine. Mais quand elle parla, sa voix était stable. « Non, Daniel, » dit-elle doucement, ses mots tranchant le silence comme une lame. « Je ne t'ai pas fait ça. » Ses yeux se huilèrent dans les siens, inébranlables, forts. « C'est toi qui m'as fait ça. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. Pendant un battement de cœur, le visage de Daniel se décomposa comme s'il avait été frappé. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Ses épaules s'affaissèrent. Sa poitrine se souleva, et pour la première fois, il parut plus petit, comme le garçon qu'elle avait connu autrefois, pris dans un mensonge dont il ne pouvait s'échapper. Hélène tourna brièvement son regard vers les agents, puis de nouveau vers son fils. « Tu les as choisis, » continua-t-elle, son ton bas mais ferme. « Tu les as laissés m'utiliser. Tu m'as tourné le dos quand j'avais le plus besoin de toi. Et ce soir, Daniel, ce soir, il ne s'agit pas de moi qui te trahis. Ce soir, il s'agit de toi qui fais face à ce que tu as fait. » Daniel secoua faiblement la tête, ses lèvres tremblant. « Non, non, maman. Hein, tu ne comprends pas. Tu... » Mais ses mots s'éteignirent, alors qu'Evelyne criait depuis le couloir, sa voix dégoulinant de venin même alors qu'on l'entraînait. « Elle t'a ruiné, Daniel. Elle a tout ruiné. » Hélène sentit la piqûre, mais elle ne broncha pas. Au lieu de cela, elle s'approcha de son fils, sa main planant comme si elle allait le toucher, mais s'arrêtant juste avant. « Je t'aime encore », murmura-t-elle si doucement que lui seul pouvait l'entendre. « Mais l'amour ne signifie pas que je resterai silencieuse pendant que tu les aides à me détruire. » Les genoux de Daniel semblèrent fléchir. Il s'agrippa au bord du manteau de la cheminée pour se stabiliser, son visage un champ de bataille entre le déni et la prise de conscience.
naissante. Hélène se tourna vers les agents, sa voix claire et résolue maintenant. « Emmenez-les !» Et sur ce, le raid reprit, le chaos s'emparant à nouveau, haut de la pièce. Les cris d'Evelyne résonnèrent dans le couloir. Richard jura furieusement. Claire sanglotait dans ses mains manucurées. Et Daniel resta figé sur place, fixant sa mère comme s'il ne savait plus qui elle était, ni qui il était. Pour la première fois, Hélène s'autorisa une profonde respiration. Le pouvoir avait changé de camp, la vérité avait été dite. Et bien que son cœur lui fît mal sous le poids du regard de son fils, elle savait qu'il n'y avait pas de retour en main arrière possible. Le parloir de la prison sentait légèrement le désinfectant et l'air vicié. Des rangées de tables en métal boulonnées au sol s'alignaient dans l'espace comme des témoins silencieux. Les gardiens se déplaçaient avec le rythme rigide de la routine. Des clés cliquetaient alors qu'ils vérifiaient chaque porte. Hélène était assise et attendait, ses mains croisées sur ses genoux, les plis de ses paumes pressées contre une seule enveloppe. C'était l'écriture de Gauthier sur le devant. Elle l'avait portée pendant des années, ne sachant jamais si elle parviendrait à leur fils. Maintenant, enfin, elle avait une destination. La porte a bourdonné et Daniel est entré, conduit par 2 gardiens. Sa combinaison orange était ample sur lui, ses épaules voûtées, comme si le poids de ses choix avait physiquement courbé sa colonne vertébrale. Hélène sentit son cœur se serrer, non pas de colère cette fois, mais d'un chagrin plus profond que tout ce qu'elle avait connu. « Maman !» Sa voix se brisa, rauque et hésitante, alors qu'il s'asseyait en face d'elle. Il ne tendit pas la main vers elle. Peut-être ne s'en sentait-il pas digne. Peut-être savait-il qu'elle pourrait se retirer. Hélène fit glisser l'enveloppe sur la table. « C'était pour toi. Ton père l'a écrite avant de mourir. Il voulait que tu saches certaines choses. » Daniel la fixe comme si elle pouvait le brûler. Ses doigts tremblaient quand il l'ouvrit enfin. Le papier bruissa doucement dans l'air vicié. Il commença à lire. « Mon fils, si tu lis ceci, je suis peut-être déjà parti. La vie est plus courte qu'on ne l'imagine, et je ne peux pas quitter ce monde sans te dire qui tu es à mes yeux. Tu n'es pas parfait. Aucun de nous ne l'est. Mais tu es le mien. J'espère que tu te souviendras, toujours du garçon qui m'a un jour rapporté mon portefeuille, après l'avoir trouvé dans le jardin. Chaque euro encore à l'intérieur. Ce garçon, Daniel, est toujours en toi. Ne laisse pas ce monde te l'arracher. » La voix de Daniel vacilla. Sa poitrine se souleva, alors que des sanglots éclataient. Les gardiens jetèrent un coup d'œil. Mais Hélène leva légèrement la main silencieusement, leur demandant de permettre ce moment. « Je suis tellement désolée. Maman !» murmura Daniel, les larmes tombant sur le papier. « Je savais ce que je faisais. J'ai signé ces virements. Je les ai laissés me convaincre que c'était juste des affaires, que tu ne le remarquerais jamais. Mais c'était moi. Je t'ai trahi. » Hélène déglutit, la gorge sèche. Elle regarda son fils, le même garçon qui courait autrefois dans leur champ, qui riait avec son père en réparant le tracteur, qui pleurait pour des genoux écorchés, maintenant réduit à un homme enchaîné. Il leva son regard, humide de culpabilité. « Je plaiderai coupable, j'accepterai la peine qu'ils me donneront. Je ne me battrai pas, je ne le mérite pas. » Un silence s'étira entre eux. Le seul son était le faible bourdonnement des néons au-dessus. Hélène parle enfin, sa voix basse, presque tremblante. « Daniel, je ne sais pas si je peux te pardonner, pas encore, peut-être jamais. Ce que tu as fait. » Elle marqua une pause, posant sa paume à plat sur la table comme pour s'ancrer.
Ce que tu as fait a brisé plus que la confiance. Ça a brisé le cœur même de ce que signifie la famille. » Daniel baissa la tête, incapable de croiser son regard. Mais Hélène continua, son ton s'adoucissant, bien que ses mots portaient le tranchant de la vérité. « Je suis toujours ta mère. Ça n'a pas changé. Je ne sais pas si je reverrai un jour le garçon qui a rendu ce portefeuille de 50 €, mais je me souviens encore de lui. Et j'espère que la prison ne le tuera pas pour toujours. » Les sanglots de Daniel devinrent silencieux. Sa poitrine secouait, ses épaules s'effondrant. Vers l'intérieur, il serra la lettre de Gauthier contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. De l'autre côté de la table, Hélène restait stable, ses yeux brillants mais secs. Elle avait pleuré toutes ses larmes et elle a ça longtemps. Ce qui restait était quelque chose de plus lourd, de plus silencieux. Un deuil sans contour, un deuil qui ne criait pas, mais qui existait simplement. Quand le gardien signala que le temps était écoulé, Daniel la regarda, une dernière fois. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Peut-être niant, avait-il plus. Hélène se leva lentement. Elle posa brièvement sa main sur la vitre de séparation qui séparait la mère du fils, bien qu'ils ne fussent qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je ne sais pas si je te pardonnerai, » murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui, « mais je ne cesserai jamais d'être ta mère. » En s'éloignant, le poids moral du moment pesait sur sa poitrine. L'amour et la trahison pouvaient-ils coexister? La maternité pouvait-elle survivre à une telle blessure? Le public est laissé avec la même question, obsédante. Une mère doit-elle le pardonner à un fils qui a volé sa confiance, sa sécurité et presque son âme? Hélène ne connaissait pas la réponse. Pas encore. Mais elle savait une chose. Ce n'était pas la fin de l'histoire. 6 mois plus tard, la maison d'Hélène ne portait plus. Le silence aigu du deuil. Le temps n'avait pas effacé les cicatrices, mais il les avait adoucies, ponçant les bords déchiquetés jusqu'à ce qu'ils ne coupent plus si profondément. Par un matin frais de fin de printemps, elle se tenait dans son jardin, avec un petit fagot de bouture, de roses dans les mains. La terre sentait le frais, la promesse, et pour la première fois, depuis longtemps, elle sentait le courage de recommencer. Le parterre de fleurs où Evelyne avait autrefois arraché chaque rosier était nu. Le sol durci et parsemé de mauvaises herbes, tenaces. Hélène s'accroupit, ses genoux craquants, et pressa ses paumes dans la terre. Elle se souvint de la voix de Gauthier la taquinant doucement des années auparavant. « Tu aimes ces roses plus que moi, n'est-ce pas ?» Elle avait ri à l'époque, essuyant la terre sur son tablier. Mais maintenant, les souvenirs piquaient comme du parfum sur un vieux tissu. Doux, mais lourd d'absence. Elle commença à travailler lentement, ameublissant la terre, plantant les boutures une par une. Chaque tige était fragile mais vivante. Tandis qu'elle travaillait, elle entendit des pas approcher. Se retournant, elle vit sa voisine, Madame Peterson, une femme de 70 ans, aux yeux bienveillants, portant un plateau de jeunes plants. « J'ai entendu dire que vous replantiez, » dit Madame Peterson. « Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'un coup de main. » Derrière elle venaient 2 autres voisins, l'un tenant un arrosoir, l'autre avec des gants de jardinage. Bientôt, une demi-douzaine, une de personnes, se trouvaient dans le jardin d'Hélène, agenouillés dans la terre, bavardant doucement, comme si sa solitude les avait tous attirés. La poitrine d'Hélène se serra. Pendant si longtemps, elle avait porté la honte en silence, convaincue que sa douleur la marquait, comme faible. Mais voici des gens qui ne demandaient rien d'autre que la chance de partager leurs mains, leur présence,
Ce n'était pas une famille de sang, mais une communauté de choix. À midi, le parterre autrefois stérile était de nouveau vivant, rempli de jeunes rosiers se dressant comme des soldats de l'espoir. Hélène essuya la terre de ses paumes et sentit une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis des années. À l'intérieur de Dutwatosa, la maison, elle fit bouillir de l'eau et posa la vieille tasse de thé de Gauthier sur le rebord de la fenêtre. La porcelaine était ébréchée sur un bord, mais elle refusait de la remplir. Ah sœur, c'était plus qu'une tasse, c'était une encre. Gauthier y avait bu chaque matin, et maintenant elle se tenait là comme un témoin silencieux de ses petites résurrections. Elle versa le thé, laissant la vapeur s'enrouler dans la lumière du soleil, et porta la tasse à la fenêtre. Assise là, elle contempla les roses fraîchement plantées. Certaines prendraient racines, d'autres non, mais peu importait. L'acte de planter lui-même était un vœu. « La vie continue », murmura Hélène, à voix haute, répétant la phrase que Gauthier lui disait chaque fois qu'il lui tendait du thé. « Maïla, profites-en. » Mais cette fois, elle ne le disait pas à lui. Elle ne le disait à personne d'autre. Elle le dit doucement, délibérément, à elle-même. Pendant des années, elle avait donné, sacrifié, enduré, toujours pour les autres, toujours pour une famille qui n'avait pas réussi à la voir. Maintenant, enfin, elle se donna, et la permission de savourer le calme, de revendiquer une vie non pas définie par la trahison, mais par la renaissance. Les roses dans le jardin se balançaient doucement dans la brise, la lumière du soleil scintillant sur leurs tendres feuilles. Elle imagina qu'un jour, quand elles fleuriraient, l'air porterait leur parfum dans sa maison, se mêlant à la vapeur de son thé. Et à ce moment-là, elle respirerait profondément, non pas avec chagrin, mais en paix. Le poids qu'elle portait, du crime de Daniel, de la cruauté d'Evelyne, de ses propres questions sans réponse, ne disparaîtrait jamais. Le pardon restait une énigme. Pouvait-elle pardonner à son fils? Devait-elle le faire? Hélène ne le savait pas, et peut-être ne le saurait-elle jamais. Mais ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait survécu, que la survie elle-même était une sorte de vengeance silencieuse contre l'obscurité. Elle prit un et autre gorgée de thé, la chaleur se répandant dans sa poitrine. Puis elle reposa la tasse sur le rebord et sourit. Pas le sourire forcé qu'elle montrait aux autres, mais un sourire privé, petit et réel, juste pour elle. Les roses refleuriraient, et elle aussi. Si c'était vous, pardonneriez-vous à votre fils? Ou la survie sans pardon est-elle suffisante? Partagez votre histoire dans les commentaires. J'adorerais connaître vos pensées.